Cette vidéo a bénéficié du soutien de la maison d'édition La Relève et la Peste dans le cadre de la sortie de leur ouvrage Animal. On vous en dit plus en fin d'épisode. T'es bien dans ta peau et tu trouves qu'elle est parfaitement à ta taille. Mais qu'est-ce que ça serait de pouvoir essayer celle d'un autre animal? De pouvoir se glisser dans la carapace ou les écailles d'un autre. De ressentir comme un lion, une baleine ou un moustique. Autant de formes de vie qui habitent le même bout de réalité que nous et qui en font pourtant, pour la plupart, une expérience radicalement différente, et ce partout, tout le temps. Une même planète, d'autres mondes intérieurs différents dans lesquels nous allons tenter de nous projeter. Déjà, avant toute chose, pour se glisser dans la peau d'autres animaux, pour sentir leur pouls, leur goût, le ressenti de leur environnement sensoriel propre, il est important de garder à distance respectable les travers d'une vision les représentant telles des machines programmées par ses instincts et d'essayer de se garder de toute forme d'anthropomorphisme. Pas facile, d'autant que notre représentation du monde sensible ne s'offre pas directement à nous. Elle est captée par une myriade de sens différents. Des sens qui sont tous bien loin de l'image un peu simpliste de capteurs, reliés à un ordinateur central qu'on appellerait cerveau et qui transformerait les données physiques reçues en expériences sensibles et complexes. Vos oreilles, vos yeux, comme ceux d'un crocodile, d'un chat ou d'un caméléon, ne font pas que capter des ondes lumineuses et sonores, comme le font les caméras ou les micros. Une fois intégrés, nos sens opèrent plutôt un dialogue entre un monde extérieur perçu et un monde intérieur vécu. Un dialogue permanent entre ce que nous disent à chaque instant l'ensemble de nos sens et ce qu'ils ont perçu par le passé. Et ces sortes d'échos sensoriels, conscients ou inconscients, sont associés à des sensations agréables ou désagréables en fonction de nos expériences vécues. Et la couleur d'un tableau peut être pour vous froide ou chaude. Vous évoquez la chaleur d'un ciel d'été ou le goût d'une tarte aux pommes, vous transportant instantanément chez votre grand-maman. Ces échos incarnés ont sur nous des effets physiques. Ils peuvent vous couper le souffle, vous mettre en appétit, vous stresser ou vous apaiser. Ainsi, il ne suffit pas de savoir si un animal est aveugle, ultra sensible au toucher, ou capable de vous sentir venir à plusieurs kilomètres de distance pour pouvoir se représenter sa vision du monde. Certes, notre espèce possède quelques 10 fois moins de neurones spécialisés dans la détection des odeurs que les lapins, et plus de 20 fois moins que les chiens. Mais ces chiffres ne nous disent strictement rien du sens que prennent ces odeurs pour eux. De la façon dont le mélange de leurs sens fait sens en créant des mondes intérieurs d'une incroyable variété, mais aussi étrangeté. Car après des siècles d'observation et d'études des autres êtres vivants qui peuplent notre planète, il apparaît aujourd'hui très clairement qu'à mesure que l'on s'éloigne dans l'arbre du vivant, plus nos ancêtres communs ont divergé il y a longtemps, et plus l'entreprise de se représenter leur monde intérieur devient difficile. En réalité, même si ces mondes intérieurs lointains sont pratiquement impossibles à visiter à proprement parler, même si vous ne pourrez jamais voir le monde à travers les yeux d'une chouette, sentir le mouvement de l'eau sur votre peau de crocodile, ou savoir ce que produit corporellement l'odeur d'une fleur chez une abeille, vous pouvez occasionnellement vous appuyer sur des outils technologiques. Comme le font ces photographies par fluorescence d'ultraviolet, qui donnent à voir des couleurs utilisées par les fleurs pour attirer les pollinisateurs. Et puis l'on connaît parmi nous, les humains, des personnes faisant l'expérience de monde intérieur étonnamment différent d'une autre. C'est notamment le cas de ceux ayant perdu le sens de la vue, qui, pour beaucoup, voient le volume, l'attention portée aux autres sens se modifier, leur monde intérieur se transformer et s'enrichir de paysages sonores. Le cas le plus emblématique de ces modifications de monde intérieur est peut-être celui de Neil Harbisson. Bien qu'il dispose du sens de la vue, les yeux de Neil sont privés de cellules spéciales, nommées bâtonnets. Ainsi, dans le monde intérieur de Neil, les couleurs n'existent pas. Une expérience unique, difficile à imaginer. Peut-être voit-il en noir et blanc, en noir et vert, en noir et rouge, en nuances de gris. En vérité, il ne peut pas nous le dire, car pour lui, l'idée de couleur n'a aucun sens. Et toutes les expressions, les sensations, en lien avec les couleurs, représentent pour lui des mondes inconnus, inaccessibles, absurdes, et pourtant omniprésent dans la bouche des autres gens. Couleurs chaudes, froides, printanières, tristes ou joyeuses, toutes ces expressions n'ont pour Neil aucun sens.
Et en dépit de ce sens qu'on pourrait qualifier de diminué, Neil décida de devenir artiste. Sa grande œuvre a consisté à se créer un nouveau sens. Et pour réussir à devenir sensible à un phénomène qu'il ne percevait pas, Neil opta pour une solution radicale. Aidé par un chirurgien, il se fit implanter une petite antenne dans le crâne. Une petite antenne qui, en stimulant certaines zones de son cerveau, lui permet d'entendre les couleurs, bouleversant ainsi grandement son monde intérieur. Dans la suite du peintre Kandinsky, à qui les couleurs évoquaient des sons, par synesthésie. Neil s'est mis à peindre des musiques, ou des voix, qui sont pour lui partout, tout le temps, dans son monde intérieur, coloré. Ainsi qu'à l'inverse, à composer des musiques, qui sont pour lui des portraits sonores de personnalités qu'il a rencontrées. Et il est amusant de penser que pour Neil, une forêt au vert flamboyant prend la forme sonore d'un acouphène, un bruit constant et uniforme, alors qu'un gribouillis coloré chante de 1000 notes différentes. Au dire de Neil, son antenne, aussi technologique soit-elle, vise pour lui à se rapprocher des autres espèces de la planète, pour ne plus croire que le monde que nous percevons est le seul à être. Il est important de le répéter et de le marteler. Beaucoup d'autres expériences de la réalité sont possibles, au-delà de celles qu'en font les humains. Et tenter de les découvrir, de les imaginer, voire de les expérimenter, nous permettrait de nous rapprocher des autres expériences sensorielles du monde vivant, et ainsi de mieux négocier les termes de notre cohabitation sur Terre. Sortir de notre bulle humaine pour mieux se tisser aux autres mondes intérieurs qui existent sur la planète. Un projet d'expédition en terre inconnue plus crédible, même si tout aussi difficile que la conquête d'exoplanètes. Car oui, malheureusement une chauve-souris ne pourra jamais nous faire entendre la musique de l'écho des paysages obscurs qu'elle traverse, ni le chant des insectes dans l'ultrason. Nous ne pourrons jamais écouter un poulpe nous parler de la perception du toucher, mélangée chez lui avec celle du goût et de la chaleur. Est-ce que cela revient en quelque sorte à marcher sur 8 langues posées sous votre tête ? Bref, on voit bien pourquoi nous semblons comme condamnés à ne connaître précisément que notre propre expérience du monde intérieur. Et si, en dépit de toutes les difficultés déjà listées, ce projet impossible continue à vous tenter, c'est bien sûr vers la démarche scientifique de l'éthologie qu'il vous faut vous tourner. L'éthologie, c'est pour le dire basiquement, l'étude du comportement du monde animal. C'est un domaine de recherche qui nous invite aujourd'hui à prendre nos distances avec la question « Y a-t-il un moi à l'intérieur de la tête des animaux ?» pour nous demander quel monde y a-t-il à l'intérieur de leur tête. Prenons l'exemple de l'odorat des chiens, qui héritent, pour les moins consanguins d'entre eux, des sens de leur espèce sauvage la plus proche, le loup. Bien imprudents serions-nous de les juger quand ils reniflent à pleine truffe le derrière de leurs congénères. On ne sent pas le cul des filles, voilà. Ou leur déjection. Car en nous bornant à un sentiment de répulsion face à leurs mœurs étrangères, nous raterions la richesse de leur expérience et le sens de leur comportement. Car avec un odorat infiniment plus développé que le nôtre, les loups, comme les chiens, font, en reniflant des excréments, de la géopolitique. Ils impriment dans leur esprit une cartographie de territoires conquis par d'autres meutes ou libres à leur appétit. Ils peuvent ainsi jauger le nombre et même l'état de santé des autres êtres vivants qui habitent les lieux, la présence récente ou non du gibier, ou juste savoir quelle histoire se sont déroulées ici. La merde, pour eux, c'est potentiellement une cartographie olfactive des vivants qui les entourent. Et que dire du monde des baleines à dents, cachalots, orques et autres dauphins passés maîtres dans l'art d'analyser les sons. Dans ce monde aquatique où ils évoluent, les échos façonnent dans leur esprit singulier des indices de présence. Si leurs yeux ne voient autour d'eux que du bleu, le bruissement d'un banc de harengs qui approche, comme le cliquetis d'un congénère, se dessine très certainement dans leur tête. Car l'évolution a sélectionné sur leur front une boule de graisse qui, en plus de leur donner l'air intelligent, leur permettent d'analyser avec finesse les sons qu'ils projettent sur le monde et qui en retour leur reviennent, rapportant avec eux les histoires des objets sur lesquels ils ont rebondi. Agissant ainsi telle une sorte de lampe torche sonore qui éclaire le monde au rythme de leurs clics et de leurs chants. Les cachalots peuvent ainsi chasser les calamars géants dans les profondeurs obscures et les dauphins savoir si votre estomac est plein ou si vous attendez un heureux événement.
Et voilà que ce monde physique différent donne naissance à des mondes intérieurs fascinants, enrichis d'une myriade d'échographies des choses. Et quelle expérience du monde fait-on lorsque l'on est une étoile de mer? En dessous, il y a le sable et la roche à fouiller. Au-dessus, le soleil et le danger. Pour une étoile de mer, il n'y a ni devant, ni derrière, ni gauche, ni droite. Il n'y a que le centre et l'extérieur. Impossible pour elle d'avancer ou de reculer dans la vie. De quoi mettre votre expérience du monde, sans dessus, dessous. Et avec tout ce bordel, peut-être me direz-vous, pourquoi vouloir faire ce voyage dans les étoiles de mer? Pourquoi vouloir savoir ce qu'il se trame dans la tête des bêtes? Les animaux ont-ils vraiment quelque chose à nous apprendre? Doit-on aller chercher en eux, comme ce fut longtemps le cas, les origines de notre mode de vie, des légitimations ou des critiques de nos sociétés modernes? Trouvera-t-on dans leur tête une nature perdue qu'il nous faudrait retrouver? Lourde responsabilité pour une araignée, une amibe ou un tarsier. Mais peut-être peuvent-ils nous aider à nous déprendre, à sortir un peu de notre monde clos. Pourquoi font-ils ce qu'ils font, chacun à leur manière? Comment cohabiter la Terre et profiter, ne serait-ce qu'en rêve, de l'incroyable diversité des mondes intérieurs qui la peuplent? Encore à découvrir, la richesse des mondes intérieurs des êtres vivants fond pourtant comme neige au soleil. L'érosion de la biodiversité menace de faire disparaître des mondes qui ne sont pourtant pas encore découverts. À chaque espèce qui s'éteint, c'est 4 milliards d'années de sélection successive, empilées, réajustées, un monde singulier qui part en fumée à jamais. Face à ce drame se pose la question du comportement, éthique ou moral, à adopter avec un monde animal vivant, par définition amoral. En fait, pour savoir où placer le curseur du bien et du mal, deux visions complémentaires mais aussi parfois contradictoires ont émergé. D'un côté, on retrouve les défenseurs de l'éthique animale, qui cherchent le respect de chaque être sensible, et pour qui les plantes, jugées insensibles, sont soumises à la même éthique que les choses. Comme elles ne souffrent pas, elles ne font pas partie pour eux des mondes à défendre. De l'autre, on retrouve les défenseurs de l'éthique environnementale, qui tentent de préserver les espaces naturels, quitte à intervenir pour rééquilibrer ce qui a été perturbé. Pour ces derniers, il faut permettre à la diversité des mondes intérieurs de perdurer. Et c'est donc les espèces, plantes, microbes, animaux et leur cadre de vie, paysages, qualité de l'air et de l'eau qu'il faut préserver. Bien souvent, les deux approches se rejoignent, mais elles peuvent aussi entrer en opposition. Prenons un exemple fictif extrême. Si demain la loi interdisait à un être humain de posséder un animal, quelle serait la bonne position morale à avoir? Faudrait-il tous les relâcher, chats, vaches, porcs et poulets, quitte à ce qu'ils détruisent un grand nombre d'écosystèmes, en faisant disparaître de nombreuses espèces avant qu'un nouvel équilibre se crée? Ou faudrait-il s'en débarrasser pour protéger les écosystèmes et les espèces sauvages? La question reste ouverte et en vous plongeant dans le très bel ouvrage Animal, paru aux éditions La Relève et la Peste, vous la trouverez débattue. Dans ce seul livre en forme de tour d'horizon du monde de ceux que l'on baptise les bêtes, vous trouverez de quoi vous rappeler que derrière chaque question compliquée se cachent des réponses simples, claires et fausses. S'il offre de quoi aiguiser vos points de vue et couper la tête à bon nombre d'idées reçues. On y discute de l'envers et de l'enfer du décor que nos choix de vie imposent à ces autres mondes intérieurs. Bref, c'est là une bien belle porte d'entrée pour découvrir d'autres facettes fascinantes du sujet. Pour se le procurer, le lien est dans la description. Et en plus, il est joli et il sent bon. Ouh.